Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à mon journal du 20h du mercredi 3 janvier 2024. Et voici les titres de l'actualité. La collision d'un important avion de plus de 300 personnes a eu lieu sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo au Japon. Les dégâts ont été donc importants, ils ont causé près de 5 morts. D'ailleurs, dans cet avion qui a été percuté, il y avait des aides humanitaires pour le séisme qui a eu lieu donc au Japon il y a quelques jours. Maintenant, le bilan est bien au-dessus des 60 morts. Et donc, cette aide humanitaire est bien sûr importante face aux nombreux dégâts. Aussi, nous évoquerons en 2024 les nombreux changements qui toucheront donc la France, que ce soit pour le permis à baisser à 17 ans ou encore la révolution dans les maisons de retraite. Nous verrons dans un reportage de France Info différents changements. Aussi, le calendrier 2024 chamboulé par de nombreux jours fériés, même si on est dans une année bissextile. Nous toucherons aussi un petit mot sur le cinéma français en 2024, avec de très nombreux films du box-office. Nous évoquerons donc 3 films bien précisément, qui sortiront d'ailleurs dès le 17 janvier prochain en salle. Voilà, c'était le titre de l'actualité. C'est la collision importante d'un avion contenant près de 300 personnes avec un autre des gardes-côtes sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo au Japon qui a eu lieu hier. Près de 300 personnes se trouvaient dans l'avion et ont été secourues par les toboggans d'évacuation aux abords du cockpit, qui d'ailleurs a explosé quelques minutes après. Alors, en moins de 5 minutes, tout le monde a été évacué. Pourtant, l'avion d'en face, contenant 6 personnes, a trouvé quand même près de 5 décès. Alors, l'arrière de l'avion s'est plié par la proie des flammes. C'est un reportage de la rédaction de France 2. Un avion en flammes sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo. Le brasier est difficile à maîtriser. Quelques minutes avant, il est 17h47. Cet Airbus de la Japan Airlines percute un autre appareil alors qu'il atterrit. L'Airbus prend feu et termine sa course le nez au sol et sur le ventre. À ce moment-là, les flammes n'ont pas encore atteint l'intérieur. Les 379 passagers et membres d'équipage sont sidérés, mais gardent leur calme. La fumée envahit la cabine. On entend les consignes de l'équipage. Des enfants qui pleurent. Les secondes semblent des heures. Soudain, il y a eu un boom et j'ai eu très chaud au visage. On était juste derrière l'aile, au niveau du réacteur. Il faisait de plus en plus chaud et c'est devenu l'enfer. Ça secouait, les lumières se sont éteintes. Un vrai film catastrophe. Très rapidement, la totalité des passagers est évacuée sur les toboggans. Ils sont tous choqués, certains légèrement blessés, mais vivants. Alors qu'ils réalisent l'ampleur de la catastrophe à laquelle ils viennent d'échapper, la carlingue se brise en deux. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'Airbus en provenance du nord du Japon a percuté un autre avion, celui de garde-côte japonais qui allait décoller vers les zones sinistrées par le séisme d'hier. 5 des 6 occupants sont morts. Nous n'avons aucune certitude sur les causes de l'accident. Nous sommes en train de vérifier les communications avec la tour de contrôle. Erreur de pilotage, problème de communication avec les contrôleurs du trafic aérien. Des experts français du bureau d'enquête et d'analyse sont attendus dans les heures qui viennent à Tokyo pour participer à l'enquête. La dernière fois qu'un accident d'avion important s'était produit au Japon, cela remontait à 1985 où il y a eu plus de 500 personnes qui avaient péri lors d'un crash d'un avion. Un reportage de la rédaction de France 2. C'est sur le tarmac que la collision s'est produite. Un accident spectaculaire, le scénario catastrophe redouté dans les aéroports. En 2001, un épais brouillard recouvre l'aéroport de Milan lorsqu'un jet percute cet avion de ligne en décollage. Il s'écrase sur le dépôt à bagages, faisant 118 morts. Les passagers de ce Boeing à Madrid en 2006 ont eu plus de chance. L'aile de leur appareil a heurté un autre avion sur le tarmac sans faire de victimes. Mais en 1977, une collision à l'aéroport de Tenerife fait 583 morts. Le pire accident de l'histoire de l'aviation dû à une erreur de compréhension entre les pilotes et la tour de contrôle. On est vraiment sur un événement qui est particulièrement rare parce qu'il implique
des erreurs ou des incohérences de la part peut-être de l'avion qui se sera engagé au mauvais moment, de l'avion qui est en approche, qui n'aurait pas vu l'appareil qui était engagé sur la piste, de la tour de contrôle qui n'arrive pas réellement à suivre la situation. Rare. Et pourtant, les incidents sur les tarmacs d'aéroports ont doublé ces 10 dernières années, selon un rapport de l'Agence fédérale de l'aviation américaine. Chaque mois, des dizaines de chocs évités entre deux avions ou avec des engins routiers. Comme avec ce camion de pompiers au Pérou en 2022. Le rapport pointe notamment un manque de personnel dans les tours de contrôle, que certains constructeurs estiment que le nombre d'avions dans le monde va doubler d'ici 20 ans. L'avion qui a hier été percuté par un autre était dans l'objectif d'apporter des aides humanitaires au Japon qui, donc, comme vous le savez, connaît de très nombreux séismes et surtout ses répliques depuis près de 2 jours. Maintenant, le seuil des 60 morts a été lourdement dépassé. Un reportage de la rédaction de France Info. C'est une course contre la montre pour les secouristes japonais. Au milieu des débris fumants, où rares sont les immeubles encore debout, les pompiers se démènent dans des conditions parfois périlleuses. Exemple sous ce bâtiment de 6 étages renversé par le séisme. Ils cherchent d'éventuelles victimes coincées sous les décombres. Les autorités parlent de 57 morts pour l'instant. Le tremblement de terre d'hier d'une rare puissance a ravagé une partie du Japon, dans le centre-ouest du pays. Ce matin, les Japonais ne peuvent que constater les dégâts, comme cette femme, de retour à son domicile. Tout s'est écroulé chez moi. Ce n'est pas seulement sans dessus-dessous. Le mur s'est effondré. On peut voir à travers les pièces. Je pense que je ne peux plus vivre ici. Conséquence du séisme en mer, de nombreux bateaux ont été retournés par des vagues immenses. D'autres projetés sur la terre ferme. Le long de la côte, on ne compte plus les éboulements et les routes détruites. Certaines zones sont difficiles d'accès. Plus de 30 000 foyers sont toujours privés d'électricité et plusieurs villes n'ont plus accès à l'eau potable. En témoignent ces files impressionnantes de personnes venues remplir quelques bidons d'eau. Chez moi, l'électricité fonctionne toujours. Le problème, c'est l'eau. Quelle terrible façon de commencer l'année. Pour venir en aide aux sinistrés et prêter main forte au secours, 1 millier de soldats a été déployé. Comme chaque année, notre société va être chamboulée par de nombreux changements, sauf que cette année, le gouvernement a voulu mettre un point sur les aides, à la fois, je cite, pour les jeunes avec le permis abaissé à 17 ans, ou encore le compost, ou encore la revalorisation dans les maisons de retraite, une sacrée révolution pour certains. Bref, un reportage de la rédaction de France 2. 2024 arrive et cette année sera facteur de nombreux changements. Tout d'abord, le SMIC est revalorisé pour atteindre 1 398 € par mois. À temps plein, soit 15 € de plus. 15 €, si on peut faire pour 3 repas, c'est bien. On mangera mieux pendant 3 jours. Pour les retraités, les pensions de base augmentent de 5,3%. Les minima sociaux connaîtront eux aussi une hausse. Des changements aussi pour les voitures avec le permis abaissé à 17 ans. Pour tous les automobilistes, les excès de vitesse de 5 km/h ne seront plus sanctionnés. Bien. Ouais, c'est bien pour les mecs comme moi parce que nous on conduit tous les jours. Pour ceux qui font le choix de la voiture électrique, le bonus écologique ne sera plus que de 4 000 €. Maintenant, les calendriers 2024. Et oui, 2024 nous offre un calendrier bien différent des autres années. Nous allons nous estimer heureux puisque un seul jour férié tombera un dimanche. Tout le reste tomberont en pleine semaine. Ça évoque quelque chose de positif pour certains. Tout que nous allons vous donner des conseils dans quelques instants pour gagner pas loin de 3 mois cette année de pause en posant que 25 jours de congé. Un reportage de la rédaction de TF Info. Cette année, il y a un cadeau inattendu du Père Noël, le calendrier. En regardant bien les jours fériés 2024, il y a quelque chose qui vous saute tout de suite aux yeux. Et oui, 10 jours fériés sur 11 tombent en semaine. Seul le 14 juillet est un dimanche. 10 sur 11, c'est le meilleur score possible, n'espérez pas mieux. D'autant que 6 d'entre eux tombent des lundis ou vendredis. Au mois de novembre, vous aurez par exemple 2 week-ends de 3 jours. Mais à y regarder de plus près, il y a une autre particularité au mois de mai.
2 jours fériés la même semaine, c'est tout simplement exceptionnel. Ça n'arrive que 5 fois par siècle. Au mois de mai, c'est le bon plan l'année prochaine. En cumulant 3 week-ends et 3 jours fériés, vous pourrez profiter de 16 jours de repos en posant seulement 7 jours de congé. Mais attention, mieux vaut être prévoyant. D'organisation, c'est le prix à payer pour profiter de ce calendrier très favorable. Cerise sur le gâteau, ou plutôt serviette sur le transat, pour les professionnels du tourisme, un jour férié en semaine, c'est jusqu'à 3 milliards d'euros d'activité supplémentaires. L'actualité économique fut chargée en France et dans le monde en 2023. Alors, à la demande du public, pour regarder ce journal du 20h présenté par moi-même, ce reportage va être bien différent de nos habitudes, puisque nous allons évoquer donc bien sûr les faits économiques tels que, je cite, la réforme des retraites ou encore d'autres manifestations. Et cette fois-ci, nous allons vous le présenter sous forme, pour les jeunes, de bande dessinée. Alors, vous connaissez bien sûr Mon Quotidien, Petit Quotidien, ou encore L'Actu et l'Écho, des journaux adaptés aux jeunes sur l'actualité. Eh bien, le dessinateur nous a proposé donc de présenter ses dessins sur les faits économiques de 2023. Un reportage de Nathalie Boissé et de Playback Press. L'année 2023 s'est terminée sur une marque économique. Pour changer un peu de nos reportages habituels avec des images et vidéos, nous sommes basés cette fois-ci sur le dessinateur Bridolo des journaux Playback Press, que vous connaissez notamment pour ses adaptations aux journaux économiques et culturels pour les jeunes. Maintenant, place à notre reportage sur la rétro économique 2023. En janvier, la vente de fleurs et de feuilles de CBD est enfin autorisée en France. En février, c'est la création d'un congé menstruel en Espagne. Puis, en mars, les sénateurs votent pour la création d'un CDI pour les plus de 60 ans. Ensuite, en avril, l'Inde devient le pays le plus peuplé. En mai, au Royaume-Uni, c'est le grand couronnement de Charles III. Je vous rappelle qu'il avait eu lieu le 6 mai dernier. Ensuite, en juin, dans le monde, la Banque mondiale a un nouveau président. En juillet, aux États-Unis, à Hollywood, les acteurs rejoignent les scénaristes en grève depuis mai et d'ailleurs assez terminé fin octobre. Ensuite, en août, les nations financières des États-Unis perdent leur triple A. En septembre, un étudiant sur 3 saute à repas faute d'argent selon une enquête. En octobre, le prix Nobel d'économie est décerné à Claudia Goldin. En novembre, ChatGPT fait face à de plus en plus de concurrents. Et puis pour terminer, en décembre, la France garde son double A. En 2024, comme chaque année, de nombreux films sortiront au cinéma. Et là, nous allons nous baser sur 3 films français avec des grands acteurs emblématiques qui vont à la fois traverser notre région, je cite avec le château de Chambord, ou encore quelques domaines en Bourgogne ou encore dans d'autres lieux. Bref, les films français sortent aussi sur un plan plutôt américain ou encore sur notre santé humaine. Un reportage de Pathé Gaumont et de Nathalie Boissé. Prochainement au cinéma, il y aura beaucoup de films français, notamment Cocorico, je cite, avec des grands artistes du cinéma. Bon, t'es prête pour la rencontre? Je suis ravie de rencontrer les parents d'Alice. Tu sais que ton père et moi, on n'est pas du genre à faire des manières, hein. Mon Dieu, mais c'est magnifique. Moi, j'ai bien fait de pas apporter de pinard. Hein. Ça en jette, hein. Frédéric Bouvier-Sauvage, enchanté. Nicole et Gérard faisaient des compliments sur le domaine. Ah oui. Oui. C'est une des plus belles propriétés de toute l'Aquitaine. On a organisé cette rencontre, c'est pour vous dire que François a demandé ma main et que j'ai dit oui, on va se marier. À l'union de nos 2 familles, oui. On a un petit cadeau pour vous. Le labo où je travaille est américain. Ils nous ont offert des tests ADN. C'est un test qui détaille toutes vos origines. Ah. Alors, qui commence? Oh putain. Merde. En février, il y aura aussi une touche de cinéma américain dans nos films français. Tu veux prendre un selfie? Oui, bien sûr. Non, juste avec Diva. La couche, espèce de clochard. Oh, non, mais ça va pas. Pardon, mademoiselle, je suis désolé. J'ai besoin de balancer un signalement. Un homme blanc, la cinquantaine, il ne doit pas quitter l'aéroport. Je ne voyage pas en soute. Là, on risque surtout de pas voyager du tout, hein. Mesdames, votre chat va bien? Faut faire vite avant que le policier nous rattrape. Allez, dépêche-toi si tu veux pas être son déjeuner. Ça va? Mes poils.
Lui, c'est pas un gentil, il faut qu'on se taille. Il sortira le 17 janvier prochain. Comme un prince, c'est un film qui a été tourné en plus dans notre région centrale de Loire, précisément à Chambord, et son histoire et sa morale est très intéressante. Très attendu sur ces Jeux Olympiques, les gars. J'attends de vous un comportement irréprochable. Ouais, les gars! Moi, j'ai rien fait, moi. C'est pas moi qui ai fait, c'est mon pote qui a fait, c'est lui qui avait le fusil. La gosse, je vous jure, je l'ai pas touché. De quoi vous me parlez, la gosse? La gosse. Mais moi, c'est bagarre, moi. Ouais, c'est bagarre. Les tiges, c'est pas les vacances. Suleiman, il va être avec nous pendant quelques mois, là, au jardin. Il a joué au con et il a perdu. Voilà. Bah, nous, on n'a rien fait, on est là, gros. Si vous vous approchez de la boxe, de près, de loin, c'est la prison. Sérieuse-toi. Garde ta jambe gauche devant, t'auras plus de stabilité. Ton boulot, c'est que tu vas dans les écuries, tu nettoies tout le crottin partout, tu fais ça bien, nickel. Oh, putain, sérieux. Voilà ce que je te propose, moi. Je t'entraîne à la boxe, tu deviens une grande championne, hein. Je veux 10 000 €. Je pensais plus à 15 €, moi. Ok. Mélissa, c'est une jeune fille qui est fragile. C'est notre boulot de savoir ce qui est bon pour les enfants. Tu sais, c'est la première fois que quelqu'un s'occupe de moi comme ça. Mélissa, t'as un vrai talent. Laisse personne te faire croire que tu peux pas devenir qui tu veux dans la vie. Maintenant, l'actualité rigolote de l'année 2023 en France. Alors rigolote, pas tellement, puisqu'on n'aurait jamais pensé que ce serait réalisé. Et oui, dans une petite ville, dans le Morbihan, en Bretagne, des menhirs ont été détruits ou encore déplacés pour, vous allez voir dans quelques instants, la raison. Un reportage de Nathalie Boisset qui donc a pu recueillir des témoignages bien sûr indignés des habitants. D'ailleurs, je me permets de vous dire, et tout le respect pour ces 47 secondes d'images que j'ai tournées, puisque j'ai marché près d'1h30 pour pouvoir les faire. Et sérieusement, ça n'a pas été facile, surtout quand on voit un décor qui a malheureusement été gâché par l'urbanisation. Maintenant, dans l'actualité rigolote, en novembre dernier, un comité s'est vu l'opportunité de décerner des prix à certaines communes dites de la France moche. Cependant, Carnac, une ville de 7000 habitants située dans le Morbihan, précisément en Bretagne, ne s'est pas réjoui de se voir décerner ce prix. La raison est toute simple, des plots blancs de circulation afin de séparer la chaussée de l'espace piéton entravent la circulation des menhirs situés juste en face de moi. Ils sont classés, je vous le rappelle, au patrimoine mondial de l'UNESCO. La mairie se défend comme si c'était quelque chose de provisoire, même si pour l'instant, le prix est encore humoristique. Tout comme Carnac a fait un gros coup de pub dans les médias il y a quelques mois lorsqu'elle a déplacé des menhirs pour y installer un Monsieur Bricolage, ce célèbre magasin. L'actualité a fait le tour des médias en raison de cet acte dit inhumain. La mairie s'est défendue comme des propos que ce serait une rentabilité, à savoir qu'aujourd'hui, le chantier terminé. Dans le Morbihan, bien connu pour son site archéologique, la prochaine construction d'un magasin de bricolage fait scandale. Et oui. Le symbole en France de ces menhirs, comment on peut qualifier au-delà de simplement, c'est la preuve que parfois l'argent est plus important que l'histoire. Comment l'autorisation a été délivrée. Alors certes, le maire a dit oui, et le problème, c'est que les instances de l'État ont mal protégé le site. C'est ça. À Carnac, la zone la plus incroyable au niveau de ces sites-là. À la demande de certains téléspectateurs pour ce 20h de France 2 sur YouTube, il a été demandé de revisionner ce reportage que j'ai fait, il paraît très bien, au mois d'octobre dernier en Normandie. Et oui, le débarquement est aujourd'hui expliqué bien différemment qu'avant, notamment avec des représentations, des maquettes à échelle humaine. Bref, un reportage de Nathalie Boisset. Bonjour, pour le journal du 20h, je me suis rendu en Normandie, plus précisément dans le Calvados, pour vous présenter ces dernières heures qui se sont déroulées pendant la Seconde Guerre mondiale, comment elle est expliquée aujourd'hui à l'aide de mémorials ou autres lieux. Mardi 6 juin 1944, à l'aube, l'opération Neptune se déroule sur 5 plages normandes. À l'ouest, Utah et Omaha sont attribuées aux Américains, à l'est, Gold et Shoal aux Britanniques et Juneau aux Canadiens. Des parachutages permettent de sécuriser les flancs des secteurs du débarquement.
Au soir du jour J, la tête du pont de Utah s'étend jusqu'à Sainte-Mère-l'Église, tandis que la situation reste précaire à Omaha. Les troupes anglo-canadiennes ont pénétré jusqu'à 20 km à l'intérieur des terres, Bayeux étant en vue, mais la progression vers Caen est stoppée. Depuis de nombreuses années, chaque pays qui a combattu à la bataille de la Normandie a son mémorial. Je me trouve actuellement dans un lieu symbolique de la Seconde Guerre mondiale. Ici se trouve le musée mémorial des Américains. Sur près de 70 hectares, ce sont près de 9800 soldats qui sont enterrés sous nos pieds, dont 1600 sans nom. C'est un lieu emblématique, mais c'est grâce à eux qu'ils ont marqué l'une des plus grandes batailles qui a eu les plus grandes conséquences sur la guerre. On peut avoir l'émotion de percevoir les conséquences de la bataille de Normandie par le très célèbre mémorial américain. Il s'impose avec le nombre de stèles dépassant tout ce que l'on peut voir et leurs monuments qui dépassent la hauteur que l'on ressent. De nos jours, la bataille de Normandie est adaptée à l'aide de musées retraçant la plus grande bataille décisive de la Seconde Guerre mondiale. Sous les bombes alliées, la population normande est restée profondément marquée par les terribles bombardements alliés de l'été 1944. 13 villes normandes sont bombardées le 6 juin afin de désorganiser la défense allemande. Les frappes se multiplient les semaines suivantes jusqu'au bombardement du Havre début septembre. À eux seuls, les bombardements aériens sont responsables de la mort de 12 000 personnes, soit 60% des civils de la bataille en Normandie. Depuis les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, la France a décidé de remémorer ces soldats qui ont combattu et qui nous ont donné la vie d'aujourd'hui, en créant par exemple différents mémorials, que ce soit ici ou encore dans d'autres pays, là où les conséquences ont été dramatiques. Entre la nuit du 5 au 6 juin 1944, à quelques heures du débarquement en Normandie, un parachutiste a malencontreusement chuté sur une église, à Sainte-Mère-l'Église. Depuis, elle en a fait sa référence et depuis, elle en fait des cérémonies et du business avec lequel elle vit. Alors que la guerre est sur le point de se terminer, la Normandie fait face donc à ces nombreux bombardements que vous avez pu découvrir dans le reportage. Par exemple, nous pouvons citer ce port artificiel au fond qui a été construit en seulement quelques jours avec des blocs de plus de 20 000 tonnes. En fait, on peut aussi apercevoir les quelques représentations qui ont été fondées pour les 75 ans de la guerre. Et puis aussi, ils ne travaillaient pas aux 35 heures, bien plus, puisqu'ils investissaient à fond, puisque les ennemis détruisaient tous les ponts. Ils ont construit une sorte de des passerelles provisoires pour transporter donc les chars et autres véhicules au cours de la guerre. Mais tout ça, il y en a encore des vestiges. Churchill implique que c'est le début de la fin. Le 25 juillet, les divisions américaines lancent l'opération Cobra et percent le front allemand au sud de Saint-Lô, tandis que les Anglo-Canadiens ouvrent la route vers Falaise. La guerre de position cède à la guerre de mouvement et le 30 juillet, Avranches est libéré. Falaise l'Est le 17 août. Après avoir repoussé une dernière contre-attaque allemande à Mortain, les Alliés se déploient pour prendre au piège les troupes allemandes en plein vol. Les musées sont en partie construits aux abords des plages pour pouvoir remémorer la mémoire de ces nombreux soldats qui ont combattu lors de ces dernières batailles qui ont eu beaucoup de conséquences, telles que les musées qu'on trouve ici qui sont rénovés sans arrêt pour pouvoir ouvrir encore plus d'images. En bilan, partis dans la nuit du 5 au 6 juin d'Angleterre vers les 5 places du débarquement, les Alliés sont venus libérer l'Europe occidentale. Pendant les 3 mois de combat qui suivront, ce sont près de 19 890 civils qui perdront la vie. Au total, 87 000 soldats seront tués et 300 000 seront blessés. Les cimetières militaires en témoignent de nos jours. Des dizaines de villes et villages ont subi de terribles destructions. La Normandie reste profondément marquée par cet été 1944. C'est pourquoi de nos jours, chaque année le 6 juin est organisée en Normandie une très grande fête dans chaque village pour célébrer cette bataille qui a été décisive pour la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'était le journal du 20h présenté donc par moi-même, Nathalie Boissé. Je vous remercie de m'avoir écouté donc jusqu'au bout de ce journal. Un journal auquel je remercie encore une fois ma famille ou encore les autres personnalités qui ont contribué à la fois à m'aider pour donner l'envie à le réaliser ou encore aller jusqu'au bout, notamment à la construction de ce studio dont vous ne voyez pas l'arrière du décor,
mais qui est pourtant très impressionnant. Voilà, je vous remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne soirée.